Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents à cette nouvelle rencontre Borderline coproduite par la mission Agrobiosciences INRAE et le Quai des Savoirs. Cette rencontre se déroule en public, ici, en plein cœur de l'exposition Feu Méga Feu et aussi en streaming sur YouTube. Alors si vous nous suivez depuis chez vous, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions sur le chat. Nous les prendrons pendant le débat à l'issue de cette discussion. Alors, tous les jours et dans tous les domaines, l'expertise scientifique est sollicitée par les pouvoirs publics, également par les médias, pour évaluer des risques, éclairer des choix, appuyer des réglementations. Et plus l'incertitude est grande, plus le risque est méconnu, plus le recours à l'expertise est nécessaire. Mais voilà, depuis de nombreuses années, l'expertise est en crise. Et l'expert lui-même est fréquemment malmené, critiqué, son indépendance remise en cause. Dans les domaines de la santé et de l'environnement qui nous intéressent ce soir, l'évaluation des risques de tels pesticides ou l'effet de tels médicaments peuvent donner lieu à des passes d'armes entre différentes agences, à des accusations de conflit d'intérêts ou d'avis rendus sous influence de tels lobbies. La séquence Covid n'a pas arrangé les choses, avec une inflation d'experts ou se présentant comme tels sur les plateaux télévisés, donnant lieu à une belle cacophonie. Bref, l'expertise ne ferait plus ses preuves. Alors, est-ce vraiment le cas? Quelles sont ses limites? Que peut-on vraiment en attendre? Comment améliorer son processus? Voilà quelques-unes des questions qu'on vous propose d'aborder ensemble ce soir avec nos 4 invités. À ma gauche, Jean-Pierre Cravedi, vous êtes toxicologue, président du conseil scientifique de Aprifel. Aprifel, c'est l'agence pour la recherche et l'information sur les fruits et légumes. Bonsoir Jean-Pierre. Dans le micro, c'est mieux. Bonsoir. Merci Jean-Pierre. Je vais m'y faire. À côté de vous, à votre gauche, Pierre-Benoît Joly, vous êtes socio-économiste, président du centre INRAE Occitanie-Toulouse. Je rappelle que INRAE, c'est donc l'Institut national pour la recherche, pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonsoir Pierre-Benoît. Bonsoir Laurent. Didier Pourquerie nous rejoint à distance. Alors Didier Pourquerie, vous êtes journaliste, président de The Conversation France et de Cap Science, qui est un centre de culture scientifique qui est basé à Bordeaux. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et Bruno Spire, enfin médecin épidémiologiste, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, ancien président de AIDE, l'association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurent. Et au micro, Laurent Chequano et Valérie Péan. Alors, avant d'analyser les raisons de cette crise de l'expertise et de la défiance du citoyen, légitime ou pas, on va commencer par définir les mots, puisque au sens large, un expert, c'est un spécialiste qui détient un savoir approfondi sur un sujet donné, mais l'expert scientifique dont nous parlons ce soir, c'est non seulement celui qui détient ce savoir, mais qui est sollicité par le décideur pour apporter son éclairage en vue d'une décision. Donc l'expert produit une connaissance spécifique pour l'action, ça c'est une définition de l'ASCOM. C'est donc une fonction et non pas un métier qui se situe entre le savoir et le pouvoir, un entre-deux qui se prête logiquement à des confusions, à des dérives, à une instrumentalisation. Alors on va tout de suite poser la question à nos invités. Est-ce que cette définition de l'expert entre savoir et pouvoir vous convient? Est-ce que vous souhaitez la pondérer peut-être? Et puis question subsidiaire aussi, tout de suite qu'on vous pose, est-ce qu'un bon chercheur, c'est forcément un bon expert et réciproquement? Jean-Pierre. Alors je vais répondre de façon très abrupte, non, si vous le permettez. Alors pourquoi? En fait, pour qu'un chercheur devienne un bon expert, il faut qu'il accepte d'une part de sacrifier une partie de son temps à l'expertise, ce qui est déjà quelque chose de difficile quand le temps est aussi contraint que celui qu'on connaît quand on est chercheur. Et la deuxième raison, c'est qu'il accepte de se couler dans le moule de l'expert, c'est-à-dire accepter un certain nombre de règles qu'on appelle, suivant les cas, lignes directrices, documents guides, etc., ou bonnes pratiques d'expertise, et qui sont des règles qui sont propres aux activités d'expertise. Alors, je parle bien d'expertise en lien avec la science. On ne va pas parler d'autres types d'expertise. Mais donc voilà, et ces règles-là, quelquefois conviennent et quelquefois ne conviennent pas aux scientifiques. Non pas qu'elles ne conviennent pas parce qu'elles brident
je dirais, leur savoir ou leur rigueur, puisque c'est quand même, je dirais, aussi des qualités premières d'un scientifique que d'être rigoureux, mais parce qu'effectivement, ça requiert un nouveau référentiel que celui de la recherche, qui en fait normalement on n'en a pas, puisque en théorie le chercheur est libre de ses mouvements. Et je peux compléter en expliquant pourquoi un expert n'est pas forcément un bon scientifique. Tout simplement parce que ce qui caractérise aussi le scientifique, c'est la passion, la créativité, l'imagination. Et ce ne sont pas forcément les qualités premières d'un expert, ou en tout cas ce ne sont pas ces qualités-là qu'on demande à un expert dans l'exercice de ses fonctions ou de ses missions. Et le positionnement entre savoir et pouvoir, vous êtes à l'aise avec ça ? Moi, je pencherais davantage je mettrais davantage le curseur vers savoir, sachant que pour moi, le pouvoir est plus proche de la gestion. Moi, je me suis beaucoup préoccupé de risques, et on a coutume, et avec raison, même si quelquefois il y a confusion des genres, de séparer l'évaluation du risque, donc qui requiert l'expertise dont je parlais, et la gestion du risque, qui est la prise de décision. Mais l'expert, lui, n'a pas à prendre de décision, en tout cas de décision politique. Pierre Benoît, même question. Savoir, pouvoir, et est-ce qu'un bon scientifique fait un bon expert ? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre ? Alors, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, Jean-Pierre, il a parlé d'expertise scientifique. En réalité, l'expertise, c'est plus large. Et être expert, c'est pas simplement être expert scientifique. Et moi, ce qui me semble essentiel, c'est de définir l'expertise. Et à partir de la définition de l'expertise, on peut définir les experts. Ce qui est important, effectivement, et ce qu'on a appris depuis une trentaine d'années, c'est que l'expertise, elle doit être collective. Donc, l'expert conseiller du prince, éclairé, en fait, c'est fini. Aujourd'hui, l'expertise, c'est vraiment un processus collectif. Mais ce n'est pas simplement l'expertise scientifique. L'expertise, c'est la connaissance ou la compétence appropriée dans certaines situations. Donc, en sociologie de l'expertise, on distingue différents types d'expertise. Donc, il y a l'expertise du comptoir du bar, c'est comme ça que disent les Anglais. Donc, c'est l'expertise de tous les jours, en fait, l'expertise de monsieur, madame, tout le monde, le consommateur, etc. On est tous experts à ce niveau-là. Oui. Moi, il y a... Ouais, je ne dis pas combien d'années, j'avais fait un papier sur l'expertise des profanes. C'était un peu provocateur, mais pour dire que les profanes ont aussi une expertise. Il y a l'expertise des professionnels. En fait, les professionnels, si on discute tout à l'heure de certains cas sur les pesticides, les alertes, elles sont venues des professionnels, des apiculteurs, en fait, qui ont des connaissances. Voilà. Et puis, il y a une expertise qui est proprement scientifique. C'est celle dont a parlé Jean-Pierre. Et donc, une des questions dans l'organisation de l'expertise, c'est comment faire interagir ces différents types de savoir, parce que dans de nombreuses circonstances, en fait, il est essentiel de pouvoir effectivement bénéficier de ces différents types d'expertise. Bruno, même question. Moi, je rejoins l'idée que l'expertise, c'est quelque chose de collectif et que c'est pluriel. Et il faut arrêter de parler d'experts au singulier, parce que Léonard de Vinci, c'est terminé, ça fait déjà longtemps. Donc on travaille tous de façon multidisciplinaire, collective, pour pouvoir générer du savoir. Et donc il faut accepter toutes les formes d'expertise. Et moi, je ne mettrais pas des expertises qui seraient supérieures aux autres. Certaines seraient en un label scientifique et d'autres non. L'expertise du café du commerce, si elle est toute seule, là aussi, c'est pas bon. Si elle est organisée en collectif, où il y a des méthodes scientifiques pour pouvoir faire remonter toutes ces paroles, c'est peut-être du café du commerce, parce que c'est du vécu. Alors moi, je viens du domaine de la santé, et on sait très bien que l'expertise des patients, c'est les patients qui vivent les maladies, c'est les patients qui vivent les effets indésirables des médicaments, et ce n'est pas les autres experts. Et donc, ils apportent aussi une expertise qui doit participer à un processus collectif. Après, pour la deuxième partie, entre savoir et pouvoir. Alors, le pouvoir, malheureusement, il est quand même plutôt du côté du politique. Dans le domaine qui est le mien sur le VIH-Sida, on a fait je ne sais combien de rapports d'experts où on dit qu'il faut arrêter d'expulser les étrangers malades
parce que ça posera des problèmes de santé publique, parce qu'ils vont se cacher, pas prendre les traitements et encore plus contribuer à la contamination. C'est unanime parmi les experts et pourtant les politiques, elles ne suivent absolument pas les préconisations d'experts. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines, malheureusement. Allez, on termine notre tour de table avec vous, Didier. Même question, l'expert entre savoir et pouvoir. Et puis, est-ce qu'un bon scientifique, ça fait un bon expert? Est-ce que vous partagez les avis, les premiers avis qui ont été émis? Je voudrais juste rajouter 2 éléments. Juste ajouter, hein, c'est pas pour, c'est de ne pas oublier le fait que l'expert intervient aussi dans le débat public. C'est-à-dire qu'en amont de la prise de décision politique ou au moment où il y a du débat public, c'est bien que l'expert intervienne. Et là, on lui demande un certain nombre de qualités, de partage, de simplicité, de synthèse, etc., qui sont spécifiques. Et en effet, dans ces cas-là, un très bon scientifique ne fait pas forcément un bon expert, mais peut le devenir s'il le souhaite et s'il veut être formé au partage du savoir. Donc je voulais juste ajouter ça. L'expertise, c'est vrai que ça sert au pouvoir, mais ça sert aussi au débat. On en reparlera. Hein, absolument. Mais je pense qu'il faut quand même pas totalement occulter ça. Enfin, évidemment. On va y revenir. Valérie, tu veux d'abord nous parler de cette crise de l'expertise? Oui, parce que quand on s'amuse, entre guillemets, à taper sur Google crise de l'expertise, on peut remonter très loin. Et en fait, ces termes reviennent au moins depuis 30 ans. Donc, on va s'adresser à l'expert de l'expertise, Pierre-Benoît Joly. En gros, il s'est passé quelque chose au tournant fin des années 80-90, hein, avec une succession d'affaires et de scandales sanitaires qui ont vraiment changé la donne. Est-ce que vous pourriez rappeler brièvement, en 3 secondes et 2 phrases, 30 ans de crise? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement à ce moment-là qui a donné naissance aux agences et à la fameuse séparation, évaluation et gestion du risque? Vous avez 5 minutes, Pierre-Benoît. Effectivement, les années 80-90 sont vraiment centrales pour la transformation de l'organisation de l'expertise en France et dans le cadre européen. Et c'est, comme souvent, en fait, le fait d'être confronté à des crises qui remettent en cause, effectivement, les façons de faire. Hein. Et donc, ouais, il se trouve, c'est pas pour raconter ma vie, mais que j'ai commencé à travailler sur ces questions au début des années 90. Je suis tombé sur les OGM, sur la vache folle. Bon, voilà, donc certains s'en souviennent ici. Plus donc, le sang contaminé, quand même. Oui, alors, par ailleurs. Mais donc du coup, alors, bon, et puis il y en a encore d'autres. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment une remise en cause. Au niveau européen, hein, ça a éliminé une commission. En Europe, il y a eu différents ministres de l'agriculture qui ont sauté là-dessus. Donc la crise de l'expertise, ça a été aussi une crise politique majeure. Et donc il y a eu des réflexions dans les différents pays pour voilà, se saisir de cela. Donc il y a eu beaucoup de rapports, etc. Et en fait, donc c'est là qu'on crée les agences. Les agences, c'est quoi? En fait, c'est instituer des autorités indépendantes, alors qu'ils ont une indépendance limitée, mais quand même une indépendance, et qui, de façon à détacher l'expertise du pouvoir. Parce que ce qui était la critique principale qui était faite à l'époque, c'était qu'on avait sacrifié la santé publique sur l'autel des intérêts économiques. Donc ça, c'est vraiment la configuration de la crise de la vache folle. Et donc, du coup, dans les réflexions, en fait, on a institué un nouveau modèle d'expertise. Alors, sur la vache folle, en fait, le comité Dormont, qui était présidé par Dominique Dormont, a fait beaucoup, en fait, pour instaurer des nouveaux modes de réalisation de l'expertise, une expertise collective, une expertise interdisciplinaire, une expertise qui interprète de façon très pragmatique le principe de précaution, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte simplement la question du risque, mais qui prend en compte également l'incertitude. Et donc toute une série d'expériences ont aussi inspiré les transformations
institutionnelle. Et donc, les agences ont organisé cette expertise avec voilà, une série effectivement d'éléments, mais les plus centraux, c'est le fait que l'expertise, elle doit être compétente. Donc il faut, oui, mais c'est voilà. Donc on vérifie que les experts sont vraiment compétents dans le domaine, c'est-à-dire qu'ils ont des publications, ce qui n'était pas toujours le cas. Voilà, si on dit qu'il faut définir ce principe et le mettre en œuvre, c'est que c'était un problème. Indépendance. Et donc, voilà, dans le Code de la santé publique, maintenant, on a instauré les déclarations de liens d'intérêt qui sont vraiment centrales pour l'organisation de l'expertise. Et puis ensuite, l'expertise, elle doit être contradictoire, c'est-à-dire, ce n'est pas tous les experts qui racontent la même chose, mais, et ça veut dire que c'est interdisciplinaire, mais aussi différentes positions par rapport à l'objet. Et puis la transparence, voilà. Et l'expertise, elle est réalisée comme ça. Alors, je ne veux pas tenir le micro trop longtemps, mais le paradoxe, c'est que ça n'a pas résolu la crise de l'expertise. Alors là, on va y revenir, mais l'agence dont on va beaucoup parler ce soir, je pense que c'est l'ANSES, hein, l'Agence nationale de sécurité, sécurité sanitaire et alimentation et environnement et travail. Voilà. Et puis, on parlera peut-être de l'EFSA aussi, qui est le pendant européen, pour lequel, Jean-Pierre Cravedi, vous avez également été expert. On peut s'interroger aussi sur, là on parle du passé, j'allais dire, hein. Vous nous expliquez la création de ces agences. On est en 2023, ça fait 30 ans que ces agences existent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a encore ce sentiment de légitime défiance, hein, pour réutiliser cette expression, vis-à-vis des experts? On a eu une crise sanitaire récente, hein, avec le Covid-19 évidemment, qui a encore une fois, je dirais, allumé le feu, puisqu'on est au cœur de cette exposition, autour de l'expertise. Comment on explique ça, Jean-Pierre Cravedi? Peut-être juste un mot pour te compléter, te couper la parole. Moi, je t'en prie. Un point à signaler quand même qui est important. Quand on parle de défiance, il faut peut-être arrêter de parler de défiance des citoyens envers la science. Parce qu'il y a un taux de confiance envers la science et les scientifiques autour de 75%, même si ça se tasse un peu. En revanche, effectivement, dès qu'on aborde l'expertise, en particulier sur les pesticides, on y reviendra tout à l'heure, là, effectivement, la défiance explose. Et voilà, c'était juste pour... Tu peux reprendre ton fil. Voilà. Donc, ma question, Jean-Pierre Cravedi, qu'est-ce qui explique, d'après vous, qu'il y a toujours cette défiance vis-à-vis des experts et que finalement, cette crise, depuis 30 ans, se prolonge? Alors... Enfin, je ne sais pas si on peut parler vraiment de défiance vis-à-vis des experts ou défiance d'un système dans lequel je dirais le citoyen n'est pas forcément informé des règles qui organisent cette expertise. Et en particulier, alors il y a d'une part cette méconnaissance et la difficulté aussi, enfin certains sujets sont extrêmement complexes et les simplifier outre mesure nuit aussi au final à la confiance qu'on peut avoir en tel ou tel expert ou telle personne qui s'exprime. Si on reprend la crise du Covid, il y a eu, je dirais, davantage d'experts sur les plateaux de télévision ou les antennes de radio que d'experts au sein de comités d'expertise à proprement parler. Donc là, il y a probablement aussi, je dirais, un rôle des médias qui peut s'expliquer par le fait que les crises mettent toujours à l'épreuve l'expertise. Je dirais, enfin, l'organisation de l'expertise en temps normal, si j'ose dire, ne pose pas de problème majeur. C'est dès lors qu'une crise apparaît que les questions se posent et je dirais le citoyen n'accepte pas qu'il puisse y avoir une incertitude, ou en tout cas la comprend assez mal, cette incertitude. Et pour lui, il assimile souvent l'incertitude en fait, on sait mais on ne veut pas le dire. Et, oui, c'est ça. On nous cache quelque chose. Voilà. Et comme on ne prend pas suffisamment de temps d'expliquer, parce que qu'il s'agisse de la vache folle dans les temps plus anciens, ou qu'il s'agisse
de la Covid plus récemment, au moment où les crises sont apparues, l'incertitude était extrême, c'est-à-dire qu'on ne savait pas où on allait. Et toutes les projections, alors à partir du moment où on ne sait pas, ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations, de fantasmes ou d'alarmisme. Donc voilà, et je pense que ça a beaucoup joué. Mais après, on rentrera probablement un peu plus dans les détails, justement par rapport aux pesticides, où là, c'est pas tout à fait la même chose. En fait. On va y revenir sur les pesticides. Alors justement, avant de parler des pesticides, on a un homme de presse avec nous, Didier Pourquerie. On parle des médias, du rôle des médias dans cette crise de l'expertise, ou en tous les cas cette mise en tension de l'expertise quand survient une crise sanitaire ou environnementale. D'après vous, et vous qui êtes, je dirais, en responsabilité à travers The Conversation, comment vous voyez ce rôle des médias et qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour essayer de, justement, ne pas ajouter de l'huile sur le feu et essayer de réussir à faire passer des messages de compréhension, de pédagogie. Est-ce que c'est ça le rôle de The Conversation? Est-ce que c'est ça la mission que vous portez en tant que président de ce média? Oui, président et fondateur en France en tout cas. Ce qui m'intéresse dans The Conversation, ce qui nous a intéressés depuis le début, c'est-à-dire depuis sa fondation en 2010 en Australie, c'est de donner la parole à des scientifiques sur des sujets d'actualité. De leur donner la parole de manière longue et de manière grand public. Donc en les aidant avec des journalistes qui les aidaient à écrire des papiers, ou faire des podcasts, ou faire des vidéos, etc. Enfin, surtout des articles longs. Et c'est intéressant de voir que quand j'ai lancé ça en France, évidemment, tout le monde a dit que ça n'avait aucun intérêt et que ça n'avait aucun avenir, puisque les experts n'avaient pas le temps de partager et que seuls les experts dits médiatiques parlaient et on voyait toujours les mêmes. C'est faux. Aujourd'hui, il y a 9500 enseignants-chercheurs qui écrivent pour The Conversation en français, donc c'est des francophones. Il y en a 100 000 dans le monde. On les accompagne pour qu'ils partagent. Bon, le point que je voudrais signaler là, c'est que quand on parle des médias, en fait, en général, on parle de médias très particuliers. On parle des médias télévisuels. Et on parle en plus des médias en continu, d'info continue. C'est ça qui a été, je dirais, l'archétype du média pendant la crise de la Covid. On reviendra dessus, j'espère, mais c'est très particulier parce que, justement, la structure même de ces médias a créé des choses absurdes et a beaucoup contribué à la défiance d'un certain nombre d'une partie du public vis-à-vis des experts. Et donc, j'insiste là-dessus, il y a médias et médias. The Conversation, dans le monde, c'est un grand média parce qu'on fait partie des 20 médias mondiaux les plus référencés, mais avec le New York Times, Washington Post, tout ça, The Conversation était à la 18e place sur 6200 médias. Donc, on n'est pas, mais en fait, on est minuscule par rapport à certains, à l'influence qu'ont les médias télévisés notamment. Et votre analyse par rapport au rôle des médias, alors au-delà de The Conversation, votre analyse au niveau des médias numériques notamment, puisque de nombreux observateurs, chercheurs, on a eu une contribution là, dans la préparation de cette rencontre de Romain Badoir, qui est maître de conf en Sciences Infocom à Paris Panthéon-Assas, qui insiste en fait sur ce tournant qu'ont pris les médias à travers Internet et la parole de l'expert, la parole scientifique qui a été bousculée, qui a été perturbée, étant donné qu'il y a énormément de paroles qui se retrouvent un peu au même niveau. Donc on est face à une sorte de relativisme général au niveau médiatique, où la parole d'un youtubeur va finalement être prise peut-être même plus au sérieux que la parole d'un expert sur un plateau télé. Quelle analyse vous faites de ça et comment on peut lutter contre ça? On peut lutter contre ça en valorisant l'expertise que le média partage. Je vous donne un seul exemple. The Conversation est un des rares médias à faire signer une déclaration d'intérêt à chaque auteur pour chaque article.
Et donc, ça valorise, ça participe à la valorisation de l'auteur. C'est une déclaration d'intérêt, c'est-à-dire qu'il peut déclarer, ou elle peut déclarer, qu'une partie de ses recherches a été financée par tel ou tel. Hein. Ça ne l'empêche pas d'écrire, mais en tout cas, c'est écrit à côté de son nom. Et ce genre de choses, c'est de la valorisation de l'expert, et c'est pas assez fait dans les médias. Dans les médias, comme vous le dites, souvent tout est au même niveau. C'est-à-dire que le YouTuber sympa, mais aussi le YouTuber très précis, doctorant, etc., est au même niveau que l'expert reconnu auquel on donne 30 secondes sur un plateau de gueulard, si vous me passez l'expression, sur telle ou telle chaîne d'infos continue. Donc, il faut valoriser. Le média doit être là aussi pour valoriser l'expert et faire entendre sa parole à la bonne hauteur, je dirais. Alors là, on a pointé les médias, on a pointé la méconnaissance d'un processus par les citoyens, on pointera sans doute les bons et les mauvais usages par le politique et les conflits d'intérêts. Moi, j'aimerais revenir sur un problème de la crédibilité de l'expertise. Quand je dis crédibilité, Pierre Benoît, vous levez la tête. Parce que là, il y a un phénomène qui est assez intéressant. Vous avez piloté en 2020 le rapport, alors on va le dire en respirant, le rapport d'une commission d'experts indépendants issus du conseil scientifique de l'ANSES, la fameuse agence française, qui portait sur la crédibilité de son expertise, et notamment, enfin, pas notamment, c'est principalement sur les évaluations concernant 3 pesticides, dont le fameux glyphosate, des fongicides dont je ne prononcerai pas le mot, je crois que c'est SDHI, et les néonicotinoïdes. Et cette crédibilité d'expertise scientifique, visiblement, elle est mise à mal. Et je dois, avant que vous répondiez, préciser que parmi les contributions, l'ANSES a souhaité aussi faire une contribution et une sorte de réponse par avance, peut-être de ce que vous pourriez dire, Pierre Benoît. Donc, une expertise, voilà, l'expertise de l'ANSES sur ces trois substances est-elle effectivement en faille vis-à-vis de la crédibilité? Et en quoi? Ok, en 3 secondes également, hein, c'est ça. Bien sûr, comme d'habitude. D'abord, peut-être il faut dire que dans la plupart des cas, en fait, on fait confiance aux experts. Je veux dire, vous êtes assis sur... voilà, il y a des expertises derrière qui feront qu'on sait que ces bancs tiennent le choc, quel que soit le poids qui sera dessus, avec des personnes normalement constituées que vous êtes, quoi. Bon, donc notre vie est entourée d'objets techniques qui ont été, dont les normes ont été définies par des experts. Donc, en général, en fait, on fait confiance, on ne se pose pas la question. Donc, quand on s'est saisi de cette question dans le cadre du conseil scientifique de l'ANSES, on n'est pas allé voir là où ça marche, on est allé voir là où ça ne marche pas. Et c'est quand ça ne marche pas qu'on s'en souvient et que voilà, l'ANSES, si l'ANSES est connu, c'est pas parce que c'est pas pour les centaines de décisions qui sont pas discutées et pour lesquelles on a une très grande confiance, c'est pour les quelques décisions ou les quelques avis qui ont posé problème. Donc c'est ça qui a initié notre travail. Alors pour faire très vite là-dessus, donc on était un groupe de 8 membres du conseil scientifique, différentes disciplines, et on a choisi effectivement de travailler sur ces 3 cas pour tester des hypothèses sur qu'est-ce qui fait que l'expertise pose problème ou ne pose pas de problème. Bon. Et donc, dans les 3 cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une distance entre la connaissance scientifique un peu à la frontière et les pratiques de l'expertise. Un écart entre le front des connaissances. Et Jean-Pierre disait, en fait, un bon expert, c'est quelqu'un qui connaît les lignes directrices. Et les lignes directrices, effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel pour stabiliser l'expertise, pour que les pétitionnaires, donc les entreprises qui se soumettent à une expertise pour renouveler un produit, pour autoriser un produit, qu'ils sachent quelles sont les règles auxquelles ils sont soumises. Et en fait, ces règles, parfois, elles sont en décalage avec
les connaissances scientifiques qui avancent. Et donc dans ce cas-là, effectivement, il y a des controverses pour de bonnes raisons entre les scientifiques qui sont amplifiées par des groupes qui s'investissent, des parties prenantes qui sont reprises par les médias, etc. Et donc c'est une source, vraiment, et sur les 3 cas, voilà, alors c'est que 3 cas, hein, évidemment, c'est pas un échantillon représentatif, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve. La seconde raison, c'est le fait que quand il y a des enjeux économiques très importants, le fait que l'expertise scientifique puisse remettre en cause ses intérêts, on n'y croit pas vraiment. Voilà. Donc, du coup, penser que l'expertise sur le glyphosate conduise à l'interdiction du glyphosate en Europe, il y a beaucoup de doutes autour de cela. Voilà. Le troisième élément, c'est que l'expertise donne une réponse, mais ce n'est pas toujours la question qu'on se pose. Par exemple, les pesticides en fait, contribuent à l'effondrement de la biodiversité, mais comme on fait dans l'expertise du cas par cas, en fait, on est tombé sur les néonicotinoïdes avec des impacts sur les pollinisateurs, mais en fait, cet effet global au niveau systémique, en fait, échappe à l'expertise au cas par cas. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Jean-Pierre sur la question de l'expertise, en fait, de l'incertitude. Nous, ce qu'on tire de l'analyse qui a été faite, et il y a beaucoup d'éléments autour de ça, c'est que, en fait, il vaut mieux qualifier l'expertise, dire pourquoi, l'incertitude et pourquoi on a des éléments d'incertitude, et donc dire quels sont les éléments de connaissance sur lesquels on s'appuie, quels sont les éléments sur lesquels il y a une incertitude résiduelle, les éléments que peut-être on ignore, et donc communiquer là-dessus, c'est quelque chose qui est très important, plutôt que d'avoir une vision un peu dichotomique, vert-rouge, où c'est bon, c'est mauvais. Et ça, c'est une question, effectivement, d'éducation à la fois des experts, des communicants, et également du public. Mais l'incertitude, en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours dans notre vie. Donc on a une capacité, effectivement, à comprendre l'incertitude et recevoir des messages. Mais évidemment, il faut qu'ils soient donnés d'une bonne façon. Bruno, on va beaucoup vous solliciter dans la deuxième partie de cette émission, mais vous avez peut-être des choses à compléter. Est-ce que sur l'expérience des médias, l'expérience de la crédibilité scientifique, le rapport au pouvoir, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est surtout une histoire de posture, je pense. C'est-à-dire que moi, ce que m'évoque tout ce que j'entends, et c'est un peu... Je me mets aussi à la place des personnes. Et moi, j'ai été élevé dans la culture VIH-Sida avec le slogan « Rien pour nous sans nous ». Et l'expertise, jusqu'à la façon dont elle est construite, c'est tout pour nous sans nous. C'est tout l'inverse. Et c'est un peu ça qui peut poser... Alors, pour les 95%, de savoir comment on va faire la chaise en question, effectivement, les gens s'en fichent un peu. Mais pour des sujets qui préoccupent les citoyens, dans lesquels ils sont eux-mêmes concernés, de ne pas faire de place est quand même, à mon avis, la source du premier problème. Et qu'il y a une expertise de vécu qu'ont les personnes, quels que soient les domaines, et qui peut être utile aux experts qui font pour eux. Et ce sont des savoirs qui doivent être complémentaires. Et il serait peut-être temps que l'expertise, de façon générale, s'ouvre aux citoyens plutôt que de pleurer sur le fait que les citoyens ne nous font plus confiance. Forcément, les citoyens veulent participer. C'est une demande de participation et qui est parfois dénigrée, même souvent dénigrée, et qui génère du coup de temps en temps des gourous, comme on a vu dans la crise du Covid. Merci. On verra dans cette deuxième partie effectivement des solutions assez simple, de bon sens, on va dire. Jean-Pierre, il y a aussi quelque chose dans l'expertise que vous avez un petit peu, Pierre-Benoît, évoqué, c'est que finalement, une expertise répond à une demande telle qu'elle est formulée. Ça, c'est important aussi. Et vous avez été expert à la fois donc pour l'ANSES, on l'a dit, donc au niveau national, pour l'EFSA au niveau européen. Et il y a quelque chose qui perturbe aussi quand même pas mal quand on s'y intéresse, c'est que ces instances se contredisent parfois pour une même molécule. Par exemple, on reprend l'évaluation des risques du glyphosate, etc. Comment on peut expliquer, vous, de l'intérieur,
Comment on peut expliquer ce fait assez simplement, voilà, pour qu'on comprenne pourquoi il y a des contradictions aussi importantes sur une même molécule entre agences, en quelques minutes. Alors, pour que ce soit un peu plus parlant, on va prendre effectivement un exemple qui peut être extrapolé à d'autres cas. Je vais prendre l'exemple du glyphosate, parce qu'il est parlant. Je pourrais prendre l'exemple du bisphénol A qui est un peu analogue. L'exemple du glyphosate est intéressant parce que, d'une part, il a été évalué en matière de danger, et là, il est important de bien faire le distinguo entre danger et risque. Souvent, dans le langage courant, c'est quasiment des synonymes. En fait, il n'en est rien. Le danger, on peut le caractériser. Par exemple, on sait que certains requins peuvent être très dangereux et attaquer l'homme. Cela étant, si on est sur le sable, on ne court aucun risque. C'est-à-dire que la probabilité que le danger nous touche est nulle. Donc là, le risque est nul parce qu'on n'est pas exposé à ce danger. La question qui a été posée, effectivement, elle n'a pas été posée dans les mêmes termes, d'une part aux agences d'évaluation de risque et d'autre part au Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est basé à Lyon, mais qui dépend de l'OMS, qui est une agence internationale, avec laquelle j'ai contribué à un certain nombre d'expertises aussi. Mais la question n'est pas du tout la même, c'est-à-dire qu'on a demandé, dans un cas au CIRC, de se prononcer sur l'aspect cancérigène ou non du glyphosate. Très bien. Donc là, il y a effectivement un comité d'experts qui est réuni et qui statue et qui classe le glyphosate cancérogène probable pour l'homme. Or, effectivement, par le passé, l'ensemble des agences, c'est-à-dire pas simplement l'ANSES, mais également des agences internationales, le JMPR qui dépend également de l'OMS et d'autres agences américaines, asiatiques, n'avaient pas du tout catégorisé, toujours en termes de cancer, le glyphosate dans cette catégorie-là. Et en fait, la raison, c'est parce que la question n'est pas, d'une part, la question n'est pas posée exactement de la même manière. Aux agences, on demande à quel risque on est exposé lorsque on est susceptible d'ingérer du glyphosate ou on est susceptible d'être exposé par des traces de glyphosate dans l'atmosphère, dans l'air, au cours des pulvérisations. Et je ne parle pas des travailleurs. Donc la première différence, elle est là. La deuxième différence, c'est que on ne travaille pas à partir des mêmes données. Les agences, dans un cas comme celui-là, qui en fait, c'est une substance dont on dit qu'elle est réglementée, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir une autorisation pour être sur le marché. C'est le cas des pesticides, c'est le cas des additifs, c'est le cas des matériaux contact des aliments, etc. Donc là, effectivement, on dispose d'un ensemble de données qui, pour une grande partie, émanent de ce qu'ont produit les pétitionnaires pour mettre sur le marché la molécule. C'est-à-dire un certain nombre de tests qui sont des tests réglementaires, etc. Les pétitionnaires, donc ce sont les entreprises. Les entreprises, tout à fait. Même quand la substance est passée dans le domaine générique, qu'il n'y a plus de brevet. Le Centre international de recherche sur le cancer a la possibilité d'utiliser ces données, sauf que dans, je dirais, sa façon de procéder, donc les lignes directrices ou les documents guides que j'évoquais tout à l'heure, refusent de prendre en compte ce qui n'est pas dans le domaine public. Deuxième chose, quand on s'intéresse à la cancérogénèse dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché
dans le cadre d'une expertise d'agence, on a donc, comme je le disais, un certain nombre de règles qui est d'une part de n'utiliser que des données obtenues sur des rongeurs, parce qu'étant proches de l'homme, et des données qui sont dans une gamme de doses bien définies, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des données à des doses sans commune mesure avec l'exposition. Or, dans la façon dont a procédé le cirque, qui est sa façon, je dirais, tout à fait classique, d'une part, ils ont utilisé toutes les données sur n'importe quelle espèce, c'est pas péjoratif, mais à chaque fois qu'il y avait des données décrites, que ce soit chez le poisson, chez les invertébrés, etc., elles ont été prises en compte. Et d'autre part, les données sur lesquelles ils se sont basés chez le rongeur étaient des études qui avaient été rejetées dans le cadre de l'évaluation du risque parce qu'à des doses bien trop importantes pour être représentative d'une exposition. Donc en fait, si on comprend bien, il y a la demande telle qu'elle est formulée, il y a les lignes directrices, il y a les données, donc il y a beaucoup de choses qui expliquent ces différences. Donc, et je vais terminer par une image. Et en fait, il n'est pas étonnant du tout qu'on ait des différences. Et dans ce cas présent, toutes les agences d'évaluation de risque ont confirmé qu'ils ne classaient pas le glyphosate. Quand je dis toutes, c'est à l'international. Une vingtaine d'agences ont confirmé qu'ils ne classaient pas le glyphosate comme cancérigène. Pierre-Benoît, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, ça conduit en 2 mots à questionner effectivement les lignes directrices. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc on a un problème. Et donc, alors moi, en tant que chercheur en sciences sociales, je n'ai pas à trancher sur le fond. Mais effectivement, c'est un élément qui joue un rôle très important sur la crédibilité, puisque quand, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes référentiels et on ne peut pas dire lequel est le bon, voilà, il y a des désaccords et ça, c'est amplifié, etc. Donc on a là un problème sur lequel il faut vraiment travailler. D'accord. On va attaquer les solutions peut-être, oui, peut-être. parce que les solutions qui vont passer quand même par une remise en question de la gestion du Covid ou de la Covid, comme vous voulez. On va y revenir justement avec Bruno, qui n'a pas assez parlé et qui a des choses à nous dire. Sur le Covid, vous avez dû voir comment ça se passait. Au téléphone, on avait discuté pour préparer cette rencontre. Vous me disiez, il y avait d'un côté les experts, de l'autre les citoyens, pendant la gestion de cette pandémie, et ça s'est construit verticalement. Vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus et nous dire justement ce que vous avez monté comme contre-exemple ou contre-dispositif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans le fonctionnement vertical. Ce n'est pas le fait que ce soit vertical, c'est le fait que ce soit descendant. Oui, qui était le problème. Oui, en plus. Oui. Ça dépend. Oui, ça aurait pu être remontant, ça ne l'a pas été. Ça marche dans les deux sens, le vertical. Et effectivement, moi, en tant que chercheur et en tant que militant de l'association AIDS, j'ai bien évidemment connu le VIH, la crise du VIH, où là, les politiques, ils ne voulaient même pas prononcer le mot parce que ça leur brûlait les lèvres, ils ne voulaient même pas en entendre parler. Et c'est donc le terrain, c'est-à-dire les patients avec les médecins et les quelques chercheurs qui commençaient à travailler dessus, qui ont trouvé ensemble des solutions qui ont ensuite été reprises au niveau politique, mais de façon ascendante. Et on aurait bien aimé à l'époque que les politiques nous appuient. Dans le cas du Covid, ça a été tout l'inverse. Les citoyens, on ne les consulte pas, et là, c'est au plus haut niveau du politique qu'on vous dit exactement comment vous devez sortir, comment vous devez marcher, comment vous devez respirer, comment vous devez aller dans le métro ou pas, et tout est décidé d'en haut. Et donc peut-être qu'il faut trouver un juste milieu en termes de posture du politique, qui doit être là plutôt pour soutenir les gens qui cherchent des solutions, notamment en leur donnant des moyens pour pouvoir travailler, et non pas pour décider à la place des gens. Et le problème, il est là. C'est que cette notion de posture et de respecter le côté ascendant, mais quand on parle du côté ascendant, c'est aussi un côté... C'est pas les citoyens chacun dans son coin, et c'est justement pas les citoyens dans le café du commerce. On est bien d'accord. C'est des citoyens regroupés dans une intelligence collective que peut être une association, un syndicat, bref, un corps intermédiaire, et c'est ça qui est important. Et en ce moment, c'est pas trop à la mode, les corps intermédiaires, du point de vue du politique. Et donc, c'est bien ça le problème.
c'est que ces corps intermédiaires, ils sont très utiles pour justement faire ce mélange, assurer ce mélange entre ceux qui ont une expertise technique, ceux qui ont une expertise du point de vue de leur vécu et de leurs besoins, et de travailler ensemble. Vous avez une très jolie formule d'ailleurs que j'aurais bien aimé inventer. Vous avez dit que vous n'étiez plus virologue mais vivrologue. J'ai trouvé ça très joli. Oui, c'est comme ça. En fait, de façon provocante, nous, les militants de l'association Aide, on s'est même autoproclamé dans un premier temps rianologue pour dire en gros, vous me cassez, pour dire poliment, voilà, les pieds, avec toutes vos disciplines, et nous, on n'aurait rien à dire parce qu'on n'est que les patients ou que les personnes exposées et qu'on n'aurait pas la voix au chapitre. Et en fait, pourquoi on est légitime? Pourquoi il y a une légitimité? Parce qu'on est soit exposé au virus, soit exposé à la maladie, qu'on vit ça dans notre propre chair et qu'on a des choses à apporter qui seront utiles d'un point de vue collectif. Pas chacun pour soi, pour son propre cas, en disant moi, c'est justement l'intérêt des corps intermédiaires, c'est de faire passer du moi au nous, en confrontant des expériences différentes. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas non plus, dans le cadre de la Covid, une problématique liée à la temporalité, c'est-à-dire à l'urgence de la situation, à la rapidité avec laquelle la population, enfin tout le monde, espérait des solutions, espérait des réponses. Ça rejoint la question aussi sur l'appropriation de l'incertitude, parce que dès qu'on discute avec des scientifiques, effectivement, on nous dit c'est l'incertitude. Mais quand on discute avec des gens dans la société et quand on est confronté à ces situations, on a du mal à comprendre l'incertitude et on attend des scientifiques qui nous apportent des réponses et surtout de comités d'experts. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la durée? C'est-à-dire quand on a le temps, on peut faire du participatif, mais quand on n'a pas le temps, on veut tout de suite des solutions. J'en perds mes feuilles. Oui, Laurent, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que si ça avait duré effectivement 3 mois, ça pouvait tout à fait se comprendre. Le problème, c'est qu'on a bien vu que ça a duré beaucoup plus longtemps et que dans un premier temps, d'ailleurs, les associations étaient plutôt calmes et silencieuses en disant bon, ça va être rapide et puis on va peut-être pas s'y mettre. De toute façon, dans 3 mois, c'est fini. Et à partir du moment où on a vu que ça allait durer, on a vu d'ailleurs les populations du VIH qui étaient souvent celles qui sont exclues de tout, étaient aussi exclues de la prévention Covid et tout ça. Et donc on a bien vu qu'il fallait remettre du participatif et que ce participatif, il y a une vraie volonté politique de ne pas l'entendre. Pierre Benoît, vous vouliez réagir? Oui, juste, en fait, il y avait quand même dans le conseil présidé par Delfrécy un collègue sociologue, une collègue anthropologue. Donc, du coup, on était prêt à perdre du temps à discuter avec des collègues qui ont l'habitude de complexifier les sujets. Et donc, il me semble que c'était assez facile, effectivement, et je rejoins le point sur les corps intermédiaires. Un des problèmes de la Covid, c'est la comorbidité. Bon, on a des associations de diabétiques, etc. Donc, donc ils demandaient. Et le paradoxe, c'est quand même que Delfrécy, il a connu tout ça. Il a connu effectivement l'époque SIDA. Ça a été un acteur de l'ouverture en ce temps-là. Mais en fait, il n'a pas pu le faire avec le comité qu'il présidait. C'est pas qu'il n'a pas voulu. Hein, il n'a pas pu, parce qu'on n'a pas voulu qu'il puisse. Mais alors du coup, comment ça se passe aussi au niveau des organismes de recherche? Je pense à l'INSERM par exemple, puisque maintenant ce recul qu'on a historique sur la participation des patients dans l'élaboration des traitements et donc cette prise en compte de l'expertise citoyenne, est-ce qu'aujourd'hui par exemple à l'INSERM c'est quelque chose qui est institué? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire d'une certaine manière, je dirais, pour toutes les nouvelles recherches? Non, c'est pas obligatoire et je ne pense pas qu'il faut que ça soit obligatoire. Il faut l'inciter. Est-ce qu'il faut... Il faut l'inciter. Et il y a de plus en plus l'INSERM a une vraie volonté de vouloir stimuler la recherche la plus participative. Et quand on dit participative, c'est vraiment dans le sens co-construction, de co-construire des projets de recherche avec des associations de malades sur différentes pathologies. Il y a une vraie volonté de cela. Et je ne peux que m'en réjouir. C'est parti du VIH, parce que dans le VIH, ça fait maintenant pas mal d'années, ça fait presque 20 ans ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble entre associations et chercheurs, et ça fait entre 15 et 20 ans qu'on a dépassé le stade de simplement être consulté, mais où on co-construit des projets de recherche, où des vivrologues sont
investigateurs principaux de recherche et qui écrivent des articles dans des revues à comité de lecture, qui obtiennent des financements auprès des agences de financement et qui sont des co-chercheurs profanes, d'une certaine façon, non académiques et de manière totalement équilibrée. Et c'est le modèle qu'on a écrit une charte au niveau de l'INSERM pour essayer de tendre vers ce modèle de recherche co-construite. Et maintenant, il faut que ça se mette en place. Un des points forts du VIH, c'est qu'avant d'arriver à ce stade de co-construction, il y a eu plein d'années où on a appris à se connaître. Et ce temps d'acculturation réciproque entre le besoin des citoyens, donc des malades pour nous l'INSERM, et les chercheurs, il est très important avant de co-construire. Il faut prendre du temps pour connaître les codes des uns et des autres. Parce que les chercheurs, ils voient souvent les citoyens comme des joyeux oiseaux qui ne comprennent rien. Et puis les citoyens, ils voient les chercheurs comme des vieillards avec des grandes barbes, des blouses blanches et des microscopes, et qui ne sortent pas de leur laboratoire. Et c'est comme ça qu'ils sont vus. Et du coup, personne ne peut se comprendre. Donc il faut apprendre, il faut s'apprendre les uns les autres de ce qu'on est avant de pouvoir co-construire. Je tiens juste aussi à préciser que les experts ne sont pas forcément masculins, qu'il y a des expertes aussi. Quand on a cherché désespérément et on a vraiment à mélanger un petit peu ce plateau, et on n'a pas réussi, mais on est conscient de ce problème. Donc où sont passées les expertes? C'est aussi une question. Oui, on va mettre des quotas, bien sûr. En santé, il y a beaucoup plus de femmes. Oui, il paraît. Mais est-ce que c'est transposable, ce modèle? On comprend dans le domaine de la santé. Est-ce que ce modèle très horizontal, très participatif, de co-recherche, est-ce qu'on peut l'envisager pour d'autres domaines? Didier, Jean-Pierre, Pierre-Benoît Juste là-dessus, alors on n'est plus complètement dans l'expertise. Là, on est sur la production de connaissances. Oui, hein. ouais. Et donc, les sciences et recherches participatives, effectivement, il y a un développement très important. Depuis 2 ans, donc, il y a un prix des sciences et recherches participatives qui vient d'être donné cette année. À Bruno. Et donc, voilà, donc bravo. Et puis, il y avait aussi ATD Carmonde, et bon, avec un exemple très intéressant de ce que c'est qu'une expertise co-construite avec les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Et c'est vraiment le message d'ATD Carmonde de dire il faut croiser les savoirs d'expérience, les savoirs académiques et puis les savoirs d'action. Et c'est comme ça qu'on saisit bien le sujet. Donc il y a une explosion et on peut dire qu'il n'y a pas un domaine, je veux dire. L'astronomie, en fait, la plupart des planètes ont été, enfin, des corps célestes ont été découverts par des amateurs. Donc, voilà. Donc, en mathématiques, il y a du crowdsourcing avec des plateformes pour le calcul de la structure tridimensionnelle des protéines, etc., etc. Mais est-ce que c'est pas une sorte de déni, le mot est un peu fort j'imagine, mais des sciences sociales, que de dire on a besoin d'associer directement les citoyens pour avoir un retour de la société? Tout à l'heure vous disiez, dans le comité d'experts, on avait un anthropologue, on avait un sociologue. Donc on entend souvent aussi cette idée qu'il suffit de mettre un sociologue ou un représentant des sciences sociales pour avoir un représentant de la société. Alors on n'est pas là pour ventriloquer le social. Hein. Voilà. Donc du coup... voilà, la participation des personnes concernées, ça n'a rien à voir, effectivement. Enfin, voilà, donc, on peut, en tant que chercheur en sciences sociales, avoir une connaissance experte sur le sujet, mais ça ne remplace pas les acteurs. Et donc là, il faut être très clair là-dessus. Donc on peut avoir une contribution à l'expertise, mais c'est vraiment pas la même chose. Et parler à la place d'eux, c'est toujours très gênant. Moi, j'ai une question que tu voulais poser, mais je la pose quand même. Est-ce que, bon, on se doute que ce type de processus permet d'avoir moins de points aveugles, moins d'impensés. Est-ce que pour autant, il permet de pallier le phénomène don't look up? Vous savez, ce phénomène où l'expertise n'est pas entendue par le politique et la catastrophe arrive. Est-ce que ça permet une meilleure appropriation des alertes par le politique? Sur certains sujets, enfin, de mon expérience, sur certains sujets, oui. Je prends l'exemple du traitement préventif du VIH, qu'on appelle la PrEP, que encore peu de citoyens connaissent. Hein, mais c'est un comprimé qu'on avale
avant d'avoir des rapports sexuels, et comme ça on ne se contamine pas, même si on a plein de rapports sexuels avec plein de personnes, eh ben, on est tranquille du côté du VIH, on ne l'attrapera pas grâce à ça. Il a fallu faire un essai qui a été participatif, qui a été co-construit entre des médecins et l'association AIDE, avec participation aussi d'autres associations. Et on a eu des résultats extraordinaires qui ont montré une super bonne efficacité. Et le pouvoir politique a un peu résisté, mais pas longtemps, parce qu'il y a une colère monstre des communautés concernées qui étaient impliquées dans l'essai, donc ils comprenaient très bien. Là, ce n'était pas un non-dit d'un expert, ils étaient eux-mêmes acteurs. Donc ils savaient très bien. Ça avait montré que ça fonctionnait, et là on nous disait, ben non, on ne va pas l'autoriser. Ça n'a pas duré très longtemps, il y a eu un peu de bras de fer, on a menacé de faire venir des génériques illégalement depuis des pays étrangers et de trouver des médecins qui distribueraient ce produit alors que c'est totalement interdit. On a été au bras de fer, mais on a gagné, et on a gagné parce qu'il y avait une pression de la communauté qui était impliquée dans le processus. Donc quand les citoyens sont derrière les experts et que les experts vont voir les politiques tous ensemble avec le même langage, le fait d'obtenir une avancée est plus facile. Alors, comme on a parlé du film Don't Look Up, qui met en scène à travers les médias la parole scientifique et qui a du mal à se faire entendre et qui est totalement dévoré par le système médiatique, on en profite d'avoir un journaliste avec nous, même s'il est à distance, Didier Pourquerie, pour vous poser la question par rapport à cet enjeu de comment créer l'attention finalement, quand on est scientifique, expert, dans une situation d'expertise, ou même simplement, je dirais, la parole scientifique, comment elle peut accrocher l'attention des auditeurs, puisque l'enjeu principal aujourd'hui, c'est exister dans cette économie de l'attention, où quelque part ce qu'on dit a moins d'importance que la manière dont on le dit, que la façon dont on va se présenter. On parlait des barbes blanches tout à l'heure, vous disiez, pour caricaturer les scientifiques. Une des attentes qu'on a, que la société a vers les scientifiques, c'est toujours d'avoir des réponses, d'avoir tout de suite les réponses. Encore une fois, non au principe d'incertitude, on veut des réponses. Donc comment ça se manage, comment ça se gère quand on est à la tête d'un média? Ça se gère très difficilement, parce que, je vais parler sans langue de bois, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels les experts, par exemple du GIEC, tiennent des discours très construits, très raisonnables, très efficaces, etc. Et je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas entendus. C'est-à-dire que même si on leur donne le temps, même si on leur donne la place, etc., il y a quelque chose qui fait que le public aujourd'hui, une partie du public, la partie la plus importante du public, n'est pas assez motivé pour passer à l'action et demander aux politiques d'agir. Et c'est comme si on donnait beaucoup d'expertise au public, par exemple, sur le réchauffement, la biodiversité, etc. Et c'est comme si ça glissait un peu. Donc, pour tout vous dire, on n'arrête pas de chercher des voies pour parler des questions d'environnement de manière véritablement concernante et qui ait de l'impact à la fois sur le public, mais donc de l'impact politique. C'est très compliqué. On passe souvent par exemple, le partage de solutions, le partage d'expertise autour d'expériences qui ont réussi et qui pourraient être transmises ou transposées ailleurs. Vous voyez, donc ce genre de choses, ça peut accrocher. Mais vous voyez, tout ce qui est du domaine de la santé, c'est très concernant, ça fait des taux d'audience très forts. Les questions de climat, de réchauffement, etc., on est à des taux d'audience qui sont quart des questions de santé. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment, sur des sujets hyper complexes, mais pourtant qui nous concernent tous,
eh bien, on a du mal à faire le boulot proprement. Je ne vous parle même pas des discussions de Café du Commerce sur les chaînes d'infos. Ça, c'est un peu ma bête noire quand j'entends ce genre de choses qui font beaucoup de mal au partage du savoir. Bon, c'est autre chose. Est-ce qu'on n'est pas juste sur un problème de concernement, comme disait Latour, et que dans la santé, on a l'impression que ça nous concerne tout de suite, là aussi, un rapport au temps, alors que pour l'environnement, on parle aussi beaucoup des générations futures, et que du coup, on a l'impression peut-être, à tort, d'avoir le temps de prendre des décisions, encore et toujours? C'est-à-dire qu'on est face à un public où il y a grosso modo avec une courbe de Gauss, avec trois parties. Une partie très éco, qui est travaillée par ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui est souvent une partie jeune du public, qui est vraiment à la recherche de solutions immédiates, de discours efficaces, etc. On est de tout à fait à l'autre bout sur les quelques climato-sceptiques qui restent encore, mais il y en a quand même pas mal, et ceux qui sont un peu dans le même état d'esprit, qui sont ce que j'appellerais les solutionnistes, c'est-à-dire n'ayons pas peur des problèmes climatiques, les ingénieurs trouveront toujours des solutions. Et puis au milieu, on a le public qui a du mal à accrocher à tel et tel sujet, même si on les met en face de gens qui ont qui sont très reconnus. Évidemment, souvent les gens du GIEC, notamment, mais on a du mal à les faire accrocher. Bon, voilà, ça va dans votre sens. Pierre-Benoît, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, deux points là-dessus. Il y a effectivement la question de l'opinion et de l'attitude du public, et puis il y a les questions des verrouillages des systèmes sociotechniques. Oui. Changer le système automobile, ça ne se fait pas comme ça. Bon, donc du coup, il y a des choses vraiment matérielles qui résistent et avec des intérêts derrière. Je veux dire, voilà, la transition vers le véhicule électrique, beaucoup trouvent que ça va trop vite. En plus, on voit arriver les SUV, alors que... Enfin, voilà, donc il y a toute une série de problèmes qui sont liés aussi à l'offre. Et ce n'est pas simplement l'attitude des consommateurs. Et je pense qu'il faut vraiment se poser les questions là. Enfin, juste... Sur la question de sortir des pesticides, où il y a un engagement de la France depuis moins de 50%, en fait, la question, c'est où sont les alternatives? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une agriculture qui s'y adapte? Et tant qu'on n'a pas effectivement de solution, c'est très difficile. Et donc, du coup, il y a une espèce de cercle vicieux où on n'a pas la solution, les acteurs n'y croient pas et on n'y va pas. Et en plus... il y a les marchands de doute qui sont là effectivement pour défendre des intérêts et voilà, agiter effectivement des controverses qui n'en sont pas sur des sujets. Enfin voilà, donc c'est tout ça. Donc il faut effectivement s'intéresser à l'opinion et à l'attitude des citoyens et des consommateurs, mais aussi regarder voilà, l'éléphant dans la pièce, quoi, qui est vraiment quelque chose de déterminant pour toutes ces questions. Alors, l'éléphant dans la pièce, eh bien, on va peut-être justement proposer la séquence débat. Je vois pas le lien, mais c'est pas grave. Moi non plus, je ne le vois pas. Pas d'éléphant ce soir, non. Mais un monsieur. Alors, est-ce qu'on pourra distribuer les micros pour que ce soit enregistré? Voilà. Si vous pouvez peut-être juste vous présenter en 2 mots pour l'enregistrement. Merci. Ça marche là? Oui, ça marche. Donc je suis Alain Pinturo. Bon, il me semble que j'ai toujours été un militant pour la démarche scientifique. Donc j'ai participé au CA de l'AFIS, que certains doivent connaître ici. Et donc ma première question va prendre comme exemple les OGM, dont vous avez parlé, monsieur Cravedi. Vous disiez au fond, quand il n'y a pas de crise, l'expertise se passe très bien. Pour les OGM, je pense qu'on a eu toute une période où, précisément, il n'y avait pas de peur, en tout cas dans la population française. Cette peur, bon, avec les marchands de doute, les intérêts divers, s'est progressivement développée, jusqu'à cette extraordinaire couverture de l'Observateur. Vous vous en souvenez, avec Sierra épouvantablement gonflé de toutes parts, les OGM sont des poisons.
Donc il est bien clair que dans ce domaine, les scientifiques de l'époque, depuis les années 90, la conférence de Rio, s'affrontent de manière sévère, pétition contre pétition. Donc le fait d'être un scientifique n'empêche pas d'avoir aussi des options idéologiques, qui s'expriment effectivement très fréquemment dans des débats difficiles à trancher, parce que précisément les disciplines ne sont pas toutes au même niveau et que les compétences non plus. Alors la question, c'est donc effectivement de savoir comment choisir nos experts. Vous parlez de participation. La participation, on en parle toujours, aussi bien dans les entreprises, aussi bien évidemment dans l'art de gouverner avec le CESE. Est-ce que le CESE est évidemment et notamment une grande invention démocratique? Donc la participation, les sciences citoyennes, monsieur. Je crois qu'il y a une certaine confusion. On peut parler de participation quand on est dans le domaine de l'action, pas dans le domaine, peut-être avez-vous fait la différence, pas dans le domaine de la recherche et de la connaissance. Le chercheur militant est, pour moi, effectivement, une irruption récente dans le domaine, effectivement, de qui décide de ce qui doit être véritablement étudié dans le domaine scientifique. Vous parliez j'en termine là-dessus, vous parliez également d'agences indépendantes. Est-ce que le GIEC, au niveau mondial, peut être considéré comme une agence indépendante du politique? Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas une agence, puisqu'on parle de sociologie, dans les sciences humaines, pour tenter de savoir, au fond, qui, dans des périodes de bouleversement où le public a peur, et il a peur pour bien des raisons, le Covid, les OGM, la santé, les pesticides, tout ce que vous voulez. Et dans les sciences humaines, il y a plein d'intervenants. Il y a des intervenants dans le domaine sociologique. On pourra trouver Gérald de Bronner, qui fait partie du conseil scientifique de la FIS, mais on pourra trouver également, avec beaucoup plus de retentissement médiatique, des gens comme la Gasnerie, qui, dans la période récente, est-ce que vous pourriez effectivement... en venir à la question, s'il Et donc, vous plaît. je demande pourquoi n'y aurait-il pas des agences dans le domaine des sciences humaines? Ça me paraît fondamental pour traiter tous les problèmes dont on a évoqué un certain nombre de difficultés. Merci. Indépendante. On prend plusieurs questions à la suite ou ce serait peut-être mieux, non? Plus dynamique? Oui. Bon, moi, c'est François Saint-Pierre, donc je suis un ancien amateur reconverti en sciences sociales. Oh, mon pauvre. Oui, voilà. Et j'ai trouvé que dès le départ, on a un peu réduit, on a simplifié le problème en disant que l'expert était entre savoir et pouvoir. En fait, il est quand même l'interface de plusieurs mondes. Alors, ça a été dit, là, j'ai beaucoup apprécié le monde des citoyens lambda et ses organisations, le monde du politique et son administration, qui est quand même assez multiforme et compliquée, le monde de la science avec ses institutions, et le dernier monde que je pourrais citer, c'est quand même le monde de l'économie avec ses lobbies. Et ces lobbies, ça intervient souvent. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte quand même que les médias, ils appartiennent souvent à des milliardaires. J'ai fait récemment un exposé sur les instituts de sondage, sur les sondages d'opinion. Je me suis rendu compte que tous les sondages d'opinion et l'expertise qui va avec l'opinion publique appartiennent tous à des milliardaires aussi. Donc, effectivement, l'expert, il se voudrait indépendant. Moi, je préférerais dire plutôt autonome. La question de la neutralité non plus d'experts, ça ne compte pas, j'y crois pas beaucoup. Chacun est effectivement fait participer de tous. Dans une démocratie, tout ça, ces mondes-là ne sont pas des mondes séparés. D'ailleurs, les individus peuvent changer de casquette sur les situations et occuper plusieurs postes. Et normalement, dans l'idée démocratique, c'est qu'on minimise la hiérarchie. Ce qui a été dit tout à l'heure dans le système descendant. Mais a priori, tout ce monde-là, on se rend compte qu'effectivement, il est déséquilibré. Il est déséquilibré, alors on a parlé plusieurs fois des médias en chaîne de télévision, mais il est déséquilibré aussi de partout. Le monde économique a compris des choses aussi, c'est-à-dire qu'effectivement le lobbying économique, il est légitime à Bruxelles et légal, mais il est partout. On l'a cité tout à l'heure, Pierre Benoît Joly parlait sur les voitures, effectivement il y a des gens qui disaient attention, hein, il faut défendre nos intérêts, etc. Donc l'expert actuellement m'a semblé perdre de son autonomie. Moi ce qui m'a frappé, je l'ai écrit dans ma contribution, c'est que par exemple dans le conseil scientifique, on a parlé sociologue, anthropologue, mais moi qui suis plutôt, j'ai été longtemps modélisateur et notamment
personnellement, j'ai intervenu sur les problèmes épidémiologiques, et puis je connais des gens très concernés, j'étais assez stupéfait par la composition. On est revenu presque en arrière. Le conseil scientifique, comme les copains du prince, ce qu'on connaît. C'est pas ça, normalement. Il y a des institutions. Moi, je m'attendais à ce que l'INRAE, qui a une expertise quand même sur les épidémies animales, mais nous sommes comme des animaux, soit présente. Je m'attendais à ce que le CNRS soit bien présenté. Ils ont quand même tout un tas d'équipes qui travaillent sur la question, et ça, je les connais bien. Même l'INSERM a été presque mis de côté. Donc, il y a quelque chose qui prouve actuellement, je pourrais citer bien d'autres exemples, dans beaucoup d'autres secteurs, parce que j'ai eu un contact avec beaucoup de chercheurs et de labos, j'ai l'impression que l'expertise perd de son autonomie et qu'elle est quand même un peu dominée par le pouvoir politique et le pouvoir économique, et que là, il y a quand même quelque chose à remettre en débat. Sinon, effectivement, on dit des choses. Les experts, moi, souvent, j'apprécie écouter quand c'est des vrais experts et pas des guignols invités par les copains. Mais effectivement, je trouve qu'ils ont perdu la capacité même de se faire entendre. Merci. Une troisième, peut-être, et après on fera une salve de réponses et on reprendra ensuite les questions. Bonsoir, Julien Melili, je suis en charge de la responsabilité sociétale et environnementale du centre INRAE Occitanie-Toulouse, donc voilà, comme un collègue des intervenants. Quand j'entends depuis le début les éléments qui sont apportés, donc à la fois de défiance, un petit peu de distance, de fossé entre les citoyens lambda et les experts qu'on peut avoir dans les médias, quels qu'ils soient, la connexion entre savoir et pouvoir, que du coup il y a une connexion quand même entre ces deux arguments-là, et le fait aussi que de l'autre côté, les citoyens des fois peuvent être un peu crédules par rapport à certains gourous qui arriveraient parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas experts de quoi que ce soit. En fait, l'idée qui me vient, ça serait que ça pourrait potentiellement être intéressant de faire en sorte que l'expertise soit peut-être un peu plus démocratiquement répartie dans la population. Moi, ce qui me vient, c'est que par exemple, on puisse mieux décerner des domaines d'expertise plus locaux. Par exemple, qu'un garagiste, en fait, c'est l'expert local en mécanique dans son territoire qui pourrait donc donner des cours plus facilement sur la mécanique aux citoyens autour de lui, que le chef de restaurant donne des cours en tant qu'expert de la cuisine de son territoire aux citoyens qui l'entourent. Et en fait, de cette manière-là, pour moi, ce qui me vient, c'est que si on est déjà chacun, en tant que citoyen, expert d'un domaine que la société aurait bien décelé pour son propre territoire, mais pour moi, on se sentirait plus proche lorsqu'il y a des thématiques nationales ou internationales. Dans les médias, on verrait un expert parler d'un sujet, mais en fait, en tant que collègue expert, je ne saurais pas comment le dire autrement, je vais plus faire attention à sa manière de présenter les choses. Je serai moins crédule d'un éventuel gourou qui arrive, parce que moi-même étant expert d'une thématique, je sais ce que ça implique. Donc quelqu'un qui me donne une solution toute faite, très facile, je vais peut-être pas le croire aussi facilement. Et enfin, je le vois notamment sur la thématique de l'agriculture. Pendant des décennies, en fait, les agriculteurs n'étaient pas considérés comme des experts, parce que ce qui était reconnu, c'est un expert qui a fait des études. C'est lié à quelque chose d'assez académique, et on se rend compte maintenant qu'on est obligé, parce que le modèle conventionnel académique qui était en place nous menait dans un mur, revenir vers des gens qui étaient délaissés, mal jugés parce qu'ils avaient des pratiques un petit peu différentes, et qui deviennent maintenant de fait les experts d'une agriculture plus proche de la nature. Et donc ma question, c'est est-ce que pour vous il y aurait un intérêt en fait à démocratiser l'expertise, que chacun, au moins à l'échelle locale, territoriale, soit l'expert de quelque chose, ou est-ce que justement il y a trop de danger en fait à banaliser l'expertise? Merci beaucoup. Hubert a levé la main. Hubert, c'est urgent? On laisse les gens répondre ou c'est urgent? D'accord. C'est en réaction, très bien. Oui, donc Hubert de Rochambeau, donc je suis chercheur INRAE retraité. Et donc par rapport à ce qui vient d'être dit, en fait, il y a une réponse très simple pour partager l'expertise. Ça s'appelle les laboratoires vivants. Voilà. Donc je peux vous en raconter beaucoup plus si vous voulez, mais bon, les autres ont parlé beaucoup, donc je n'en dirai pas plus. Bon, alors on va lancer. Voilà, obtenir un peu des réponses à tout ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets. Donc, sur la définition de l'expertise, peut-être on peut commencer par la fin, parce que c'est plus chaud dans notre esprit. Donc, sur un peu tous experts, est-ce qu'il y aurait un intérêt à démocratiser l'expertise? Et puis aussi, quels risques ça pourrait présenter? Démocratiser, moi je dirais ouvrir l'expertise. Parce qu'il y a des choses qui sont techniques, qui sont parfois très techniques, et même en expliquant, on ne va pas forcément y arriver. C'est pas sur le tout, c'est être associé, et c'est ça qui est important. Et en étant associé, on se renforce soi-même dans les connaissances. Et moi, ce que vous dites, ça m'évoque ce qu'on dit dans le VIH depuis très longtemps, c'est un mot anglo-saxon qu'on n'a pas réussi à traduire, qui est l'empowerment. L'empowerment des patients, c'est que les patients aujourd'hui siègent dans des groupes d'experts qui font les recommandations thérapeutiques,
et ils sont suffisamment renforcés dans leurs compétences pour pouvoir, avec un grand professeur, dire non, là je ne suis pas d'accord, ce que vous proposez, ça ne va pas être accepté. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Ça me paraît très important. Après, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit le premier intervenant qui opposait recherche et action, en disant oui, mais là, quand vous parlez de recherche participative, vous parlez d'action. Non, pas forcément. L'action, elle peut être innovante et a besoin de recherche pour être évaluée. Quand on fait la recherche d'un nouveau médicament, c'est de l'action. Et c'est quand même de la recherche pour montrer que ce médicament est actif. Quand justement on a fait la recherche participative sur le traitement préventif, c'est une action tout en étant une recherche parce qu'on ne sait pas si ça marche. Donc à partir du moment où on se pose une question, que ce soit lié à une action et qu'on n'a pas la réponse a priori, c'est de la recherche. Et donc je n'opposerai pas recherche et action. Et quand le dernier point, sur les sciences sociales qui auraient besoin d'une agence, je pense que c'est plutôt qu'il faudrait des sciences sociales dans toutes les agences. Et j'espère que ça l'est, parce qu'il faut travailler de façon multidisciplinaire et non pas chaque discipline dans son coin isolé. Ça, c'est un très mauvais modèle. Il faut au contraire que quand des gens veulent des solutions techniques extrêmement pointues, est-ce qu'elles sont acceptables par la population? Et il faut des sciences sociales pour ça. Oui, 3 points. Donc, sur le premier, en réaction, Julien Mélidi, moi, je suis complètement d'accord avec la réponse de Bruno. Et j'insiste sur le fait que ouvrir l'expertise, ce n'est pas remettre en cause des formes d'expertise très spécialisées. Au contraire, en fait, c'est quand on entre vraiment en discussion avec les experts qu'on prend conscience effectivement de ce que c'est l'expertise. Voilà, si on discute là de mon domaine d'expertise, vous allez voir très vite que les choses sont beaucoup plus compliquées que vous ne le pensez. Bon, c'est comme ça. Donc l'expertise renforce, l'ouverture renforce l'expertise et non l'inverse. On a eu tort d'utiliser l'expression science citoyenne. C'est une connerie. Voilà. Si je vous dis recherche industrielle, ça ne vous choque pas, monsieur, hein? Recherche industrielle, ça va. Et il y a de la production de connaissances et de la production d'actions. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une recherche citoyenne. Voilà. Et donc, il y a de la recherche scientifique, il y a de la recherche industrielle, il y a de la recherche réglementaire. Et voilà, donc c'est différents types de production de connaissances. Et ils ont tous leur mode d'existence, leur légitimité. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un problème avec la FIS, qui en fait une histoire de « on remet en cause la science avec un grand S, c'est l'État républicain qui est en faillite, etc. » Non, il faut vraiment arrêter avec ça. C'est vraiment parce que je pense qu'on ne va pas avancer comme ça. Et puis troisièmement, la question de l'indépendance qui a été posée. Roqueplot, qu'on a cité implicitement avec voilà, Philippe Roqueplot, disait en fait on n'est jamais indépendant de ses convictions. Et comme scientifique, on a toujours des convictions. Voilà, comme chercheur, on a toujours des convictions, on a un cadre épistémologique, et ça, ce n'est pas tout à fait indépendant des valeurs. Et on pourrait refaire toute l'histoire des OGM et la façon dont les biologistes moléculaires avaient un regard sur le gène qui était lié à une certaine conception du progrès. Bon, voilà, donc, mais ce qui est essentiel, c'est l'indépendance de l'expertise, du processus. Et ça, on peut l'atteindre avec la composition des comités. Alors, vous avez remis en question la composition de certains comités. On peut en discuter, mais je pense qu'on a fait des progrès quand même très importants. Alors, il faut encore progresser, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a parlé d'autonomie, voilà. L'autonomie. Oui, mais je parle bien d'indépendance. Ouais. Oui. Jean-Pierre Cravidi, on vous laisse réagir aussi? Oui, enfin justement par rapport à cet aspect autonomie de l'expert, moi j'ai pas l'impression qu'il y a une perte d'autonomie de l'expert. Alors encore une fois, on est en train de parler de différents comités d'experts et de différents types d'expertise, etc. Moi, les fois, alors certes, je suis à la retraite maintenant, mais donc j'ai rejoint une communauté autonome, encore active et autonome. Moi, les comités d'experts, et pourtant, ils ont été, je dirais, nationaux, européens, internationaux, puisque j'ai fait partie de certains comités d'experts d'OMS.
ces comités d'experts fonctionnent selon un principe d'appel d'offres. Et donc ça, c'est pour le recrutement de l'expert et pour répondre en partie à la question du premier intervenant, là, qui est... c'est pas une... Y a pas j'ai pas été dans des comités d'experts parce que j'étais copain d'un tel ou un tel. J'étais dans un comité d'experts d'abord parce que je le souhaitais, que j'avais vu l'appel d'offres en question, que j'y ai répondu et que j'ai été retenu par rapport à mes compétences dans ce comité d'experts. Ensuite, la liberté, puisque autonomie veut aussi dire liberté d'action. Dans mon propre champ d'expertise, j'ai toujours bénéficié de la liberté d'action que je souhaitais pouvoir avoir. Je n'ai jamais été brimé ou bridé par rapport à cette liberté d'action. En revanche, donc ça c'est par rapport à l'avis d'expert, par rapport à une question posée. Ensuite, par rapport à l'intervention dans la société, on n'est absolument pas formé à ça. Que l'on soit scientifique, chercheur, ou que l'on soit expert, on n'a pas du tout de formation pour répondre à un débat public, etc. On le fait en apprenant sur le tas, en ayant été interpellé X fois. Voilà. Et on a tous dans nos collègues des gens qui sont en demande d'un micro tendu pour pouvoir s'exprimer et faire passer le message, alors que d'autres vont se cacher sous la paillasse, surtout pour ne pas être vus ou de ne pas intervenir. Mais ça, c'est autre chose que l'autonomie de mon point de vue. On va donner la parole à Didier Pourcury aussi sur ces sujets. Juste Didier, aussi pour vous, on a parlé d'empowerment, donc on dit capacitation, montée en compétences, montée en capacité. Je rappelle que c'est le projet au cœur de l'éducation populaire, l'idée de faire monter en compétences l'ensemble des gens de la population, et que vous êtes aussi président de Cap Science, qui est un centre de culture scientifique qui s'inscrit dans cette tradition de monter en compétences par rapport aux faits scientifiques, à la démarche scientifique, à la méthode scientifique. Donc comment vous réagissez à toutes ces questions? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage? Je voulais vous apporter des éclairages positifs et optimistes. C'est-à-dire que, d'abord, je reprends ma casquette de The Conversation. The Conversation, ça veut dire que dans le monde entier, il y a des experts auxquels qu'on aide à partager leur savoir. Donc, je vous dis, environ 100 000 enseignants-chercheurs participent au réseau de Conversation, qui, je le précise, est un réseau d'associations à but non lucratif. Hein. C'est-à-dire, on est des médias associatifs. On n'est pas du tout des médias qui appartiennent à des milliardaires, même si on a un nom australien. Donc, ça, je voulais juste préciser ça. Et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des papiers qui font 2 millions de vues, 3 millions de vues, qui sont quand même assez compliqués, qui font sentir la complexité. Nous, on est là, et là, je fais le lien avec ce qui se passe aussi à Cap Science. On est là pour faire la pédagogie de ce que c'est que la recherche scientifique, que ce que c'est que le doute, qui est différente de la méfiance et de la défiance. Ce que c'est que la controverse, qui est différente de la polémique. Donc on est là pour faire ce travail, aussi bien à Cap Science qu'à The Conversation, ce travail de partage de comment ça marche, du comment ça marche. Et pour finir, je voudrais reprendre ce que disait Jean-Pierre Cravedi à l'instant sur la formation. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on développe The Conversation, on travaille, nos membres, c'est des universités, mais c'est aussi l'INSERM, l'INRAE, etc., qui font partie de notre association. Et on a développé des séances de formation pour les chercheurs, pour les apprendre à répondre aux médias, à prendre la parole, à faire court, etc. Bon, je suis pas. Il se trouve qu'aussi on travaille sur ma thèse en 180 secondes, mais ça c'est un peu pour l'anecdote. Mais en tout cas, on travaille beaucoup avec nos auteurs, nos experts à The Conversation, pour les aider à entrer
de manière efficace dans le débat public. Pourquoi? Parce que très souvent, après un article publié dans The Conversation et repris par Le Point ou Le Monde ou je ne sais pas trop quoi, puisque tous nos papiers sont republiables gratuitement, les chercheurs sont appelés par des radios ou par des télés, surtout par des radios. Et donc, il faut qu'ils soient à l'aise pour répondre à des interviews. Donc, on les aide à ça aussi. Je pense que quand je dis que les médias ont un travail de valorisation de l'expertise, c'est ça dont je parle. C'est-à-dire aussi bien valoriser ce qui est dit que la manière dont c'est dit et la manière dont les experts se sentent à l'aise face aux médias. Bon, alors, The Conversation, c'est un média un peu particulier, certes, mais c'est quand même une pratique qui peut se développer dans beaucoup d'autres médias. Peut-être qu'on pourrait rajouter qu'il faudrait éventuellement former le média à la science et à l'expertise scientifique et également sensibiliser le politique, comme certains ont tenté de le faire, à la démarche scientifique et à la démarche expertise. Si je peux me permettre, je voudrais juste, mais pour l'anecdote un peu amusante, hein, puisque je crois que c'est Pierre Benoît qui parlait de science, de recherche citoyenne. Chaque fois qu'on fait ce genre d'expérience à The Conversation, ça marche très très bien. Avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui est membre de l'association depuis longtemps, on fait souvent appel aux lecteurs en disant, voilà, appel aux lecteurs observateurs, en disant, voilà, observez ce qui se passe et envoyez-nous, et envoyez aux chercheurs des photos, etc. Et ça marche très bien. La première fois qu'on l'a fait, c'était en 2016, on venait juste d'être créé. C'était sur un chercheur du MNHN qui travaillait sur les punaises, des petites punaises qu'on voit de plus en plus un peu partout en France. Et il a demandé aux lecteurs de The Conversation d'envoyer des photos des punaises qu'ils voyaient un peu partout en France autour d'eux. Et ça, avec un protocole, bien entendu, de recueil de la photo, etc. Et ça a formidablement bien marché. Donc, on voit aussi que du côté du public, quand il faut s'impliquer de manière... bon, là, évidemment, c'est ludique, si on veut, parce que c'est pas très ludique, les punaises. Mais enfin, bon, en tout cas, ça a très bien marché. Et chaque fois qu'on l'a refait sur d'autres expériences du MNHN, ça a très bien marché. Les gens ont répondu tout de suite. Merci pour cette anecdote autour des punaises. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, interventions? Oui? Ah, deux déjà. Oui, en fait, Sandra Fuentes, je suis responsable de la communication sur le centre INRAE Occitanie-Toulouse. Et en fait, voilà, je voulais un peu dire ce que vous avez dit, Valérie. Effectivement, je pense qu'il y a un défaut de formation aussi du côté des journalistes qui ont quand même de grandes difficultés à appréhender nos sujets, qui ont aussi des difficultés aussi dans le temps. Aussi, le temps des médias n'est pas le temps de la recherche. Et je pense qu'on accompagne nos scientifiques pour qu'ils puissent effectivement rentrer dans le moule des médias, mais il faudrait aussi qu'il y ait un gros travail qui soit fait du côté des médias pour mieux comprendre aussi la démarche scientifique et le temps plus long de la recherche. Oui, tout à fait. Vous avez noyauté le public, là, ce soir, l'INRAE. C'est parce que Pierre Benoît est là, peut-être. Madame ? Bonsoir. Moi, je me posais la question, comment on peut faire pour aussi que les médias, mais pas seulement les médias scientifiques, les grands médias qui sont parfois dans l'escarcelle des pouvoirs économiques, on crée de la participation citoyenne, c'est-à-dire que les médias appartiennent aux citoyens d'une certaine façon. Voilà, c'est une idée, je suis pas sûre qu'elle soit nouvelle, mais vous voyez ce que je veux dire, plutôt qu'elle appartienne à des pouvoirs économiques ou politiques, qu'elle appartienne aux citoyens. Ça coûte très cher. Après, il y a des expériences, enfin, oui. sur des réponses, mais il y a eu des tentatives déjà, il y a des expériences. Je pense à Mediapart aussi qui a fait des appels au financement privé, mais pas d'entreprise, justement des abonnés.
Moi, j'ai commencé il y a très très longtemps dans un quotidien qui s'appelle Libération. Et Libération était financé par ses lecteurs au début. Et c'est devenu, c'était un cas d'école à l'époque de médias financés par les lecteurs. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que, bien sûr, il y a les très grands médias. Il y a une multiplication de petits médias qui sont financés par le crowdfunding, par l'appel aux dons, etc. Et ça me rend très, très optimiste parce que à côté des médias, disons, mainstream, il y a une floraison, une efflorescence, pardon, de médias plus petits, plus spécialisés, qui ne sont financés, comme vous disiez, Laurent, en parlant de Mediapart, qui ne sont financés que par le public. Donc ça existe et ça se développe. Oui, ça se développe. Bon, donc une bonne nouvelle du côté des médias. D'autres, peut-être revenir au sujet de l'expertise. Oui. Alors, Jean-Marie Pillot, je suis le président du GREP, je suis là. Quelque chose qui m'a étonné, je n'ai pas entendu le mot émotion dans tout ce que vous avez dit. Est-ce que les sujets et donc les sujets à traiter ne doivent pas être traités différemment en fonction de, disons, de l'émotion qu'ils peuvent susciter? On prend une autre question, deux, trois questions dans la foulée. Oui, alors ma remarque et ma question rejoint un peu l'idée de monsieur. Au fur et à mesure des échanges, me revenait en mémoire ce concept très saisi par les politiques dans les années 2010. Un peu, c'est le principe de précaution qui était quelque chose de... Donc, dans quelle mesure ce courant-là a influencé la machinerie de l'expertise, a empêché que l'expertise soit entendue par les politiques? Et puis d'autant plus quand cette période Covid que l'on a vécue, qui nous a mis à l'inverse face à des risques, dangers, par rapport à ce que vous avez dit de façon très frontale. Voilà, en quoi, donc, dans l'histoire de l'expertise, ces deux moments-là, qui sont quand même très très différents, ont influencé ce que c'est aujourd'hui. Donc émotion, précaution, il y a un troisième mot qui va apparaître. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, Marie-Lou Gilbert, je travaille dans une organisation de solidarité internationale, donc c'est un peu complètement différent. Je m'interroge sur la pertinence de l'expertise sectorielle encore aujourd'hui, parce qu'en fait, quand on pense à expertise, on pense à compétence sur une thématique, donc là, la science dure ou l'agriculture, et en fait, je me demande aujourd'hui si on ne devrait pas plutôt, pour reprendre un peu les mots de Jean-Pierre Olivier de Cerdan, parler d'experts contextuels, et d'avoir des experts plus connaisseurs d'un territoire et qui sont capables de penser en termes d'approche territoriale et de mettre justement en relation les différents savoirs des citoyens, des garagistes et autres personnes sur le territoire, et que cette mise en concertation soit aussi une forme d'expertise elle-même. Donc voilà. D'accord. On va peut-être répondre. Parce que là, alors, l'émotion, j'ai vu Bruno. Oui, bah, l'émotion, merci beaucoup pour votre commentaire, parce que c'est extrêmement juste. C'est l'émotion qui mobilise les citoyens sur une question scientifique qui les concerne. Et donc, cette émotion-là, ce qu'il faut, c'est s'en saisir de façon positive. Quand le VIH-Sida est arrivé, on était très en colère de voir... moi, je le disais tout à l'heure, dans les années 80, on avait un camarade qui disparaissait chaque semaine. On avait l'abonnement chez le fleuriste. C'était une époque horrible et on était très en colère. Et y compris en colère contre les chercheurs, où on avait l'impression qu'ils ne faisaient pas grand-chose et qu'ils s'intéressaient à des trucs très fondamentaux, et il fallait le faire, mais sauf que forcément du côté de la communauté, ce n'était pas forcément entendable et compréhensible. Et donc c'est cette colère qui a généré le premier choc entre les malades et les chercheurs. Mais à partir de cette colère-là, on a appris à se connaître, et on a appris à s'apprécier, et on a appris à co-construire. Tout ça, ça a pris du temps. Mais s'il n'y avait pas eu l'émotion, ça n'aurait pas fonctionné, s'il n'y avait pas eu cette colère. Donc, mais je pense qu'il y a plein de domaines dans lesquels il y a un certain nombre de colères qui existent aussi, et de difficultés. Ça veut dire partir des besoins non assouvis
des différentes populations. Le faire aussi de façon contextualisée, je suis complètement d'accord, parce que les besoins dans certains pays ne sont pas les mêmes que dans d'autres. Et en tout cas, dans les réponses de recherche et de recherche participative qu'on mène également à l'international, on le fait de façon différente avec les populations locales qui apportent leurs propres réponses. Évidemment, on ne va pas faire de truc vertical descendant. L'approche OMS, ce n'est pas forcément trop notre truc. Même si c'est important, mais l'OMS c'est important, mais en même temps, on doit pouvoir adapter et pas simplement dire l'OMS le dit, donc il ne faut pas se poser de questions. On doit pouvoir l'adapter. Et je suis complètement d'accord là-dessus, mais là aussi, en international, on part de l'émotion des populations. Alors, Pierre-Benoît, plutôt la précaution. Mais quand même, juste l'émotion. Deux mots sur l'émotion. Je trouve que c'est vraiment une très belle question. Et ce qu'a dit Bruno est éclairant. La limite, c'est de dire les chercheurs, ils ont la rationalité, les autres, ils ont l'émotion. Il faut faire attention à ça, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, voilà, il y a la raison, la rationalité, et puis il y a le reste. Non, c'est pas ça. Donc, il y a un peu d'émotion partout. Parfois, il y a de la passion dans la recherche aussi, et c'est aussi ce qui nous fait travailler. Et puis, il y a de la rationalité aussi chez les non-chercheurs. Ce n'est pas la même, et cette rationalité, elle est importante. Donc, c'était juste pour compléter, parce que sinon, on peut se dire, ben oui, en fait, on est en proie à nos émotions. Voilà, on est complètement dans l'irrationalité, des peurs contre des dangers incertains, etc. Enfin, voilà, donc ça, c'est une ritournelle qu'on trouve beaucoup et qui, finalement, dévalorise complètement les réactions des non-experts. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème. Oui, c'est le carburant, mais pour tout le monde. Voilà, oui, c'est vraiment très important. Pour la précaution, donc, l'ANSES a été condamné plusieurs fois pour non-respect du principe de précaution. Et donc du coup, il y a vraiment une question forte qui se noue autour de cette question de l'interprétation du principe de précaution. Donc le principe de précaution, c'est prendre en compte l'incertitude. C'est vraiment ça, prendre en compte l'incertitude quand il y a des menaces graves et irréversibles. C'est ça vraiment, en deux mots, le texte. Et agir dans l'incertain, c'est quelque chose qui est essentiel. On est dans des sociétés qui sont fondamentalement incertaines, et donc la question de la précaution, c'est une question qui est centrale. Alors on en a fait une espèce de tête de turc, donc la précaution, ce serait contre la recherche, ce serait contre l'innovation. Mais non. Je veux dire il y a de l'incertitude, c'est aussi le moteur de la recherche. Et on peut très bien, sur le mode de l'incertitude, avoir un moteur d'innovation également. Donc du coup, là, il y a aussi un combat fort. L'appel de Heidelberg, je me suis rappelé effectivement, voilà, le Rio 93, c'était 92 ou 93, enfin le sommet de la 92. Le sommet de la Terre, où effectivement une partie de la communauté scientifique s'est opposée à une autre sur la question du principe de précaution. Jean-Pierre, quelques mots sur tout ça, émotion, précaution, secteur, contexte. Alors, vis-à-vis de l'émotion, je reste impassible. Tu es neutre, de toute façon. Tu es neutre, indépendant et rationnel. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit à propos d'émotion. Sur le principe de précaution, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement complexe à manier. Je ne sais plus combien faisait de pages l'ouvrage de Kourylski sur le principe de précaution, mais ça devait faire 400 ou 450 pages. Donc pour dire qu'effectivement c'est quelque chose de complexe et de vaste, il faut faire attention avec le principe de précaution et voir quelles conséquences ça peut avoir. C'est-à-dire que lorsque l'on applique ce principe, et qui voudrait que, par exemple, on interdise tel ou tel... je le transpose à mon propre domaine. On interdise l'usage de telle ou telle substance ou telle pratique. Il faut s'interroger sur l'alternative. Parce que quelquefois, l'alternative est bien pire que ce qui était pratiqué jusqu'alors. En tout cas, l'incertitude sur l'alternative est bien plus élevée que l'incertitude que l'on a sur telle ou telle pratique ou substance, encore une fois. Il y a une quinzaine d'années, ça ne nous rajeunit pas, vous nous aviez parlé du bisphénol A
Et vous étiez très inquiet de l'arrêt très brutal du bisphénol A, alors qu'on pouvait peut-être serrer un peu les cibles, puisque c'est surtout pour les in utero que c'était problématique. Et vous me disiez, le problème, c'est que les substances qui vont remplacer le bisphénol A, il en faudra, on ne les connaît pas du tout, alors que le bisphénol A, on commençait à bien le connaître. Oui, c'est une belle illustration de ça, c'est-à-dire que pas mal de personnes se sont interrogées sur la raison pour laquelle le bisphénol A n'était pas purement et simplement interdit, sachant qu'il y avait quand même un certain nombre d'usages déjà à l'époque du bisphénol A qui étaient de diminuer certains risques, par exemple sur les boîtes de conserve, en pellicule pour protéger la boîte, etc. Et donc ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les composés qui avaient remplacé le bisphénol A présentaient des dangers quelquefois plus importants que le bisphénol A, parce que plus persistants, parce que atteignant des cibles que le bisphénol A n'atteignait pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de précaution, ce principe. Ben, merci. Est-ce qu'il y a encore, éventuellement, est-ce qu'on épuise le champ des questions? Auquel cas... Est-ce que Didier, vous vouliez réagir sur cette dernière série de questions? Non, l'émotion est un facteur qui a été très, très mis en avant ces derniers temps, parce que pour une raison très simple, comme vous le disiez vous-même, Laurent, on est dans une économie de l'attention. Et sur les télés et sur l'Internet, qu'est-ce qui fabrique de l'attention? C'est l'émotion. Et donc, on est dans une économie de l'attention, mais on est aussi dans une économie de l'émotion manipulée. C'est-à-dire des gens en colère. Ce qui marche bien sur les plateaux télé, c'est des gens en colère, c'est des gens des fights, des clashs, des choses comme ça. Et donc, autant il y a de l'émotion constructive qui amène quelque chose, autant il y a également de l'émotion fabriquée qui est assez pénible, à mon sens. Voilà. C'est juste une petite remarque. Voilà, il aurait fallu que vous indigniez, que vous leviez, que vous... C'est un peu scandale. Il n'y aura pas de buzz, hein, voilà, c'est de votre faute. Merci beaucoup, Didier. Voilà, et bien écoutez, ainsi s'achève cette rencontre Où sont passés les experts dans le cycle du cadre Borderline, les limites en débat dans les champs des sciences et du vivant. Un grand merci à nos invités Jean-Pierre Cravedi, Pierre-Benoît Joly, Didier Pourquerie et Bruno Spire. Borderline est une émission coproduite par la mission Agrobiosciences INRAE et le Quai des Savoirs, avec le concours de Lucie Gillot, Francesca Uzeli-Bakita, Laurent Martemeyer, Bastien Daillou et Mounia Groud. À la prise de son, Laurent Codoul, à la vidéo, Renan Larzul, une réalisation d'Arnaud Maisonneuve. En attendant les prochains débats de la rentrée, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs pour revoir en replay cette rencontre et tous les événements précédents. Et en attendant, nous vous souhaitons un bel été.